arrêtés, torturés, licenciés. Dans ce pays, des élèves comme Anselme Sinandare, qui sont sortis à l'âge de 10 ans, 11 ans pour dire nous voulons nos cours, ont été assassinés par des militaires. À quel moment est-ce faible que le Togolais est un être peureux, que le Togolais est un être qui n'aime pas quote and quote, comme on le dirait en anglais, les histoires? Non, le Togolais n'a jamais été cet être-là. Nous n'avons jamais été ces êtres dociles qui acceptent qu'on nous opprime, qu'on nous déshumanise, qu'on nous humilie. Nous n'avons jamais été un peuple qui a accepté son sort. Mais nous avons beaucoup subi. Notre détermination a conduit à une oppression particulièrement sauvage. Et il est tout à fait normal qu'un peuple qui ait subi autant de violence et autant de sauvagerie puisse se comporter de la façon dont le peuple togolais se comporte depuis un certain moment. Mais ce qui est bien avec le peuple, quand on parle de peuple généralement dans les combats, dans les résistances, c'est un terme qui revient encore et encore et encore. Et d'abord, nous devons situer et décrire ce que c'est que le peuple. Le peuple, c'est une entité qui est dynamique. Elle a une composition qui est fluide et qui change. Le peuple togolais n'a jamais été uniforme de par sa composition. Alors, ceux que l'on appelle peuple togolais aujourd'hui n'existait pas il y a peut-être 50 ans ou 40 ans ou 30 ans, parce que nous avons une population extrêmement jeune. Les données démographiques indiquent par exemple que plus de 70% de la population togolaise a moins de 35 ans, ce qui veut dire que plus de 90% de la population togolaise est née après 1990. Et cette génération a une chance. La chance, c'est qu'elle n'a pas subi la dictature au pire de 16 heures, comme ça a été le cas avec les générations précédentes. Elle n'est pas cette génération-là qui a été forcée à danser pour Eyadema Gnassingbé, qui a été forcée à lire les motions de soutien pour Eyadema Gnassingbé, qui a été forcée à marcher chaque 13 janvier pour célébrer l'assassinat de Sylvanus Olympio par Gnassingbé Eyadema et sa clique. Elle n'a pas été cette génération qui écrivait ou lisait les tracts et se faisait torturer, traîner dans la rue pour être appelée terroriste, etc. C'est pas cette génération. Elle n'a pas subi une seule télévision nationale qui commence à travailler à 17h et qui déjà à 23h fermait et que le dictateur occupait 80% des heures d'antenne. Elle n'a pas été cette génération qui n'avait pas accès à la presse libre. Elle n'avait pas été cette génération qui n'avait pas accès aux radios privées, n'avait pas accès à l'internet, n'avait pas accès à certains livres qui étaient bannis au Togo. Donc la génération togolaise d'aujourd'hui est une génération différente. Donc le peuple togolais d'aujourd'hui est un peuple différent. C'est un peuple qui a échappé aux heures fortes de la dictature, qui a échappé à certaines des violences de la dictature. La violence que le peuple togolais d'aujourd'hui subit est beaucoup plus une violence que l'on appellerait une violence structurelle. C'est beaucoup plus une violence structurelle que ça n'est une violence physique et une violence directe. Je ne veux pas là dire que la violence physique n'existe plus au Togo, bien au contraire. Nous avons tous été témoins des sauvageries orchestrées par les hommes en uniforme au service de la dictature des Gnassingbé au Togo. Il y a de cela quelques semaines durant les manifestations du 6 juin, il y a de cela quelques années. Les violences continuent, mais pas au même rythme que dans les années 90, 80, 70, etc. Et non seulement nous n'avons pas connu ce type de violence, nous avons eu accès à des sources d'informations qui nous ont permis de nous cultiver plus facilement. Nous vivons aujourd'hui dans ce qu'on appelle en anglais un global village, un village global, un village mondial, pardon, où nous voyons ce qui se passe ailleurs. On est Togolais aujourd'hui, on peut avoir une idée de ce qui se passe en Afrique du Sud, avoir une idée de ce qui se passe au Kenya, aux États-Unis, en Argentine, en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Pourquoi? Parce que nous avons accès à l'Internet, parce que nous avons accès aux réseaux sociaux. Et au-delà de cela, nous avons la capacité de communiquer.
Parce que pendant longtemps, on nous a empêchés, Togolais, de communiquer entre nous. Et donc, cette génération est plus éveillée. Elle est plus éveillée, elle est plus conscientisée et elle est plus apte à savoir et à comprendre ce qui est bien pour elle. Elle est plus apte à détecter les abus qu'elle subit. Elle est plus à même à agir contre les abus qu'elle subit. Toutefois, cette génération est aussi victime de quelque chose. Elle est victime du traumatisme que portent les générations précédentes. Parce que nous ne vivons pas en autarcie, nous venons aussi de quelque part. Et dans nos communautés, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les espaces dans lesquels nous vivons et existons, ceux qui ont connu les temps forts de la dictature ne cessent de nous dire « ne faites pas, c'est dangereux ». Et c'est une réaction qui est tout à fait normale. C'est une réaction qui est attendue parce que quand on a vécu la violence, surtout un peuple qui n'a pas eu le temps de confronter son histoire, de passer par un processus véritable de justice et de réconciliation, pas le folklore que Faure Gnassingbé a organisé pour soi-disant badigeonner ses crimes et ses meurtres de 2005, mais je parle d'un véritable processus de guérison qui tient les personnes responsables des crimes les bourreaux responsables de leurs crimes. Nous n'avons pas guéri en tant que peuple. Et donc le traumatisme est là. Voilà pourquoi vous aurez des parents qui vous diront ne vous mêlez pas à la politique, ne parlez pas politique, restez dans votre coin, vous êtes un enfant de pauvre, vous n'avez pas le droit de vous prononcer sur certaines situations, sinon vous aurez des problèmes. Nous avons donc une génération qui est en train de vivre en différé le traumatisme des générations précédentes. Parce que ces générations précédentes transfèrent leur traumatisme à la nouvelle génération. Nonobstant, cela n'empêche pas à la génération actuelle de braver les interdits. Et la raison pour laquelle elle le fait, c'est parce qu'elle est consciente en fait. Parce que on ne peut pas être conscient qu'on subit une injustice, qu'il n'y a pas d'issue pour que les choses changent, que l'avenir est complètement flou, qu'il n'y a aucune liberté et aucune amélioration à l'horizon et qu'on choisisse de rester indifférent. Il faudrait être atteint d'une véritable maladie mentale, être en état de psychose où on ne distingue plus le vrai du faux, le réel du surréel, pour ne pas vouloir agir quand on subit autant d'abus, quand on subit autant d'injustices. Voilà pourquoi, malgré les interdits, voilà pourquoi, malgré les intimidations, malgré les menaces du danger, la jeunesse togolaise est en train de se lever. Et c'était attendu. Quand vous regardez l'histoire du Togo, chaque génération, à un moment donné, s'est soulevée. Et chaque génération a eu des parents qui les ont mis en garde, qui leur ont dit « Ne faites pas, c'est dangereux, vous risquez vos vies. » Mais malgré ça, les gens se lèvent. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes des humains. Ce qui nous caractérise en tant qu'humains, c'est notre conscience. Et quand on est doté de conscience, il y a certaines choses que l'on ne peut pas accepter. Surtout l'éducation que l'on nous inculque en tant que Togolais, en tant que citoyens, en tant qu'enfants qui grandissent dans des familles togolaises. C'est une éducation qui exige de nous certaines valeurs comme l'honnêteté, l'intégrité, la justice, l'aide à son prochain, la solidarité. Et on nous inculque ces valeurs, mais la société dans laquelle nous vivons n'est pas conforme à ces valeurs que l'on nous enseigne. On se rend compte que être honnête ne paye pas et que ce sont les bandits, les délinquants, les voleurs, les assassins, les criminels qui réussissent pendant que les bons, les justes, les intègres échouent. On se rend compte que être droit, on se rend compte que aider son prochain peut vous poser des problèmes. On se rend compte que nous vivons dans des sociétés où peu importe comment vous travaillez, vous allez continuer par vivre dans la misère. Alors qu'on nous dit que c'est par le travail que l'on s'affranchit.
Mais la jeunesse togolaise travaille, mais elle ne s'affranchit pas. Elle investit plus d'une dizaine d'années dans son éducation, dans sa formation, et elle finit dans la pauvreté la plus extrême. Elle fait des sacrifices énormes pour réussir, elle se bat, elle cumule des petits boulots par-ci et là pour terminer ses études, mais ses diplômes n'aboutissent à rien. Quand on lui dit depuis enfant que travailler dur, faire des sacrifices, réussir à ses examens, obtenir ses diplômes est la seule voie pour avoir une condition de vie meilleure. Alors quand nous vivons dans une société où les valeurs qu'on nous inculque ne sont pas conformes à nos réalités, alors il y a de quoi se poser des questions. Il y a de quoi s'insurger, il y a de quoi se mettre en colère. Voilà pourquoi la jeunesse togolaise n'en peut plus. Voilà pourquoi la jeunesse togolaise arrive à un moment donné à dire « ça suffit ». Et pour certains d'entre nous qui crions depuis plus de 10 ans, voire 20 ans pour ceux qui sont encore plus âgés que moi, voire 30 ans, que ce régime ne peut pas apporter la prospérité au peuple togolais. Des moments comme celui-ci nous rassurent que nos cris n'ont pas été vains, que nos efforts n'ont pas été vains, qu'à un moment donné, certains ont entendu ces appels et certains ont compris qu'effectivement, on ne peut plus rien espérer de ce régime qu'il a déjà prouvé encore et encore et encore qu'il n'a rien de bon à offrir à cette nation. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un régime qui a été créé pour construire le Togo, c'est un régime qui nous a été imposé pour détruire le Togo. Le Togo est d'abord un projet, la nation togolaise telle que nous la connaissons, est un projet de ceux qui se sont battus pour sa libération. Et depuis que les colons ont confisqué ce projet par les valets qu'ils nous ont exposés, le Togo que nous avons aujourd'hui ne correspond pas au Togo dont a rêvé nos grands-parents qui ont lutté pour leurs indépendances. Ne correspond pas au Togo. Important pour nous, jeunesse togolaise, de nous réapproprier le rêve de nos prédécesseurs pour construire ce Togo-là. On ne peut pas attendre que le virus qui rentre dans votre corps pour vous détruire, pour vous affaiblir, soit lui-même son propre remède. C'est impossible. Il est impossible que la prospérité et la liberté du peuple togolais puissent aller ensemble avec le régime militaro-dictatorial d'Enyasimbe. Pourquoi? Parce que le régime militaro-dictatorial d'Enyasimbe est en train de faire exactement ce pourquoi il a été créé. Maintenir les Togolais sous la domination, appauvrir les Togolais, exploiter les citoyens togolais et leurs ressources naturelles et nous empêcher de pouvoir atteindre notre liberté. Alors, vouloir que le Togo puisse prospérer dans ces conditions, c'est dire à quelqu'un qui a le cancer que on peut garder la tumeur, cette tumeur dans son corps et qu'il va continuer à vivre et à grandir normalement sans aucune conséquence. C'est impossible. Il nous faut nous défaire de cette tumeur. C'est une évidence. Ceux qui ne veulent pas le reconnaître sont ou soit dans l'ignorance ou sont dans la mauvaise foi. Mais je me penche plus du côté de la mauvaise foi. Parce qu'après 60 ans, on ne peut pas dire qu'on reste ignorant des faits. Après 60 ans, on ne peut pas dire qu'on n'est pas conscient que le Togo est opprimé, que les Togolais souffrent. C'est donc la mauvaise foi. Alors, ceux qui nous dirigent, encore une fois je le dis, sont au pouvoir pour faire un travail. Que l'on puisse leur donner, qui pourra les changer. Il n'y a pas d'initiative que l'on puisse mener qui pourra altérer leur façon de fonctionner. Ils doivent tout simplement déguerpir du pouvoir. Il faudrait qu'on leur ôte ce pouvoir. Il faudrait que l'on puisse reprendre en main notre pays pour construire le Togo que nous méritons, pour construire le Togo dans lequel voulait nous voir grandir Sylvanus Olympio. Ce rêve a été arraché, mais on peut tuer un humain
on ne peut pas détruire sa vision. Et voilà pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et tant que nous, Togolais, n'allons pas réussir à nous débarrasser de cette gangrène, nous resterons sur place. Et petit à petit, nous allons continuer par dépérir sur tous les plans. Les revendications que les Togolais ont aujourd'hui ont été les mêmes revendications qui ont poussé les Togolais à se révolter dans les années 90, à se révolter au début des années 2000, à se révolter en 2017 et à se révolter aujourd'hui en 2025. C'est les mêmes revendications. Chaque génération au Togo s'est battue pour les mêmes idéaux. Mais ce qui est sidérant, c'est que malgré les sacrifices, la situation est encore pire pour la génération suivante. Alors si aujourd'hui, le Togo est dans cet état précaire, malgré les grands sacrifices qui ont été faits par les Togolais sur plusieurs décennies, malgré quelques petits gains et quelques petites victoires que l'on a eues sur notre chemin dans le parcours de la résistance, imaginez là où nous serions si depuis 60 ans l'on avait croisé les bras. Imaginez dans quel état nous serions si depuis 1960 personne ne s'était levé une seule fois. Imaginez dans quel état nous serions s'il n'y avait pas eu les soulèvements de 90, s'il n'y avait pas eu les soulèvements de 2005, s'il n'y avait pas eu les soulèvements de 2017. Nous serions dans un état encore pire que celui-ci. Nous serons dans une situation encore plus ténébreuse que celle-ci. Alors nous devons comprendre une chose. Si malgré les efforts engagés par les générations précédentes, le résultat c'est le Togo que nous avons aujourd'hui, c'est que notre génération, elle doit tripler, quadrupler, quintupler d'efforts pour pouvoir construire le Togo que méritent nos enfants et les enfants de nos enfants. Quand moi j'ai commencé l'université à Lomé en 2007, je me rappelle comme hier, j'étais en département d'histoire. On nous a mis dans, je pense, l'un des agoras de 300 places et nous étions, je crois, 700 à 800 étudiants en 2007. Ce qui est drôle, c'est que nos aînés qui sont allés au campus 10 ans avant nous se plaignaient déjà qu'il n'y avait pas de place. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que presque 20 ans plus tard, les enfants qui naissaient quand nous commencions l'université se retrouvent aussi dans des amphithéâtres encore plus délabrés que celles que nous trouvions déjà insupportables en 2005, 2006, 2007. Est-ce que vous imaginez à quel point c'est grave? Alors imaginez à quoi ressemblera le Togo dans 20 ans si Faure Gnassingbé est encore au pouvoir. À quoi ressemblera le Togo dans 20 ans si ce régime ne déguerpit pas? Dans quel état serons-nous si nous trouvons la situation du Togolais invivable aujourd'hui? Les gens se plaignent, il n'y a pas à manger. Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de boulot. Les gens se plaignent que les hôpitaux sont complètement délabrés, dégoûtants, délaissés. Dans 20 ans, nous n'aurions même pas de pays. Le Togo sera une brousse. Pour moi, elle est déjà d'ailleurs une brousse. Autant mieux retourner dans la forêt et vivre comme des animaux. Parce que les animaux, au moins, ils ne payent pas des impôts. Et ils n'attendent rien de personne. Alors, nous devons comprendre en tant que citoyens que nous battre pour la libération de notre pays, ce n'est pas un choix.
Ce n'est pas comme si nous avons le choix. Il n'y a pas d'autre alternative. Où on se bat pour libérer le Togo, où on meurt. Où on meurt dans la précarité, on meurt dans la pauvreté, on meurt dans l'indignité. Ce n'est pas comme si nous avons la liberté de dire « Moi, ce combat, ça ne m'intéresse pas ». Ce n'est pas comme si nous avons la liberté de dire que ce combat nous dépasse, ce combat ne nous plaît pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que les gens qui sont dans ce combat le font parce qu'ils le trouvent attrayant, amusant, agréable? Vous pensez que les gens le font parce qu'ils n'ont rien à faire de leur temps, ils s'ennuient? Vous pensez que les gens le font parce qu'ils y trouvent du plaisir? Les gens qui le font parce qu'ils sont les seuls à avoir compris qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est ceux qui n'ont pas encore compris cela qui retardent la marche. Parce qu'il faut attendre qu'autant de personnes que possible puissent braver leur peur. Il faut attendre qu'autant de personnes que possible puissent se décider de sortir de la torpeur avant que l'on ne puisse avancer. En fait, c'est comme si quand vous allez à une station, vous voulez prendre un bus, je ne sais pas, de Lomé pour aller à Sokodé. Vous arrivez à 6 heures, vous êtes le premier à arriver, vous vous asseyez. Il faut attendre que le bus soit plein avant que le chauffeur ne démarre. Voilà pourquoi le combat, ça n'avance pas. Et imaginez maintenant que le bus n'est pas plein, le chauffeur se décide quand même à avancer, mais parce que le bus n'est pas plein, chaque 2 minutes, il s'arrête pour chercher les passagers en chemin. À quelle heure vous allez arriver à destination? Du Togo. Il y a certains qui ont démarré le bus de la résistance depuis 30 ans, 40 ans. Certains descendent parce qu'ils sont morts, certains descendent parce qu'ils ont trahi, certains descendent parce qu'ils sont fatigués, certains descendent parce qu'ils ont faim. À chaque fois, il faut remplir encore, chercher de nouvelles personnes avant d'avancer. Voilà pourquoi on n'avance pas. Voilà pourquoi on avance lentement. Alors, chaque Togolais qui est conscient de la situation a un devoir envers tout le monde. C'est de dire à tout le monde que on ne peut plus attendre. On n'a pas le luxe d'attendre. Nous avons perdu 60 ans dans l'histoire de notre pays à faire du surplace avec un régime obscurantiste qui n'a aucune vision pour notre pays. 60 ans. C'est-à-dire que nous on commence la course quand d'autres sont à 2 minutes de l'arrivée. Quand est-ce que le Togo sera compétitif par rapport aux autres nations africaines? Quand est-ce que le Togolais vivra dans des conditions aussi décentes que certaines nations africaines? Quelqu'un a dit, on dit que l'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Ça fait rire et ça fait pleurer à la fois. L'Afrique est en retard, mais le Togo est absent. Mais le Togo allait être présent dans quoi? Aujourd'hui, citez 2 ou 3 domaines dans lesquels le Togo excelle et inspire d'autres nations. Nous sommes un échec sur tous les plans. Il fut un temps où on disait que l'école togolaise était une école de qualité. Au Togo, les gens sont bien formés. Mais est-ce que nous pouvons, en toute honnêteté, reconnaître aujourd'hui que l'école togolaise est une école de qualité? Est-ce que nous pouvons reconnaître que le Togo forme encore des gens qui peuvent rivaliser avec des Africains formés dans d'autres nations? Regardez l'état de nos écoles, si on peut les appeler des écoles.
Regardez l'état de nos universités. Si on peut même oser les appeler universités. Regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos enseignants. Un pays où des fonctionnaires, des instituteurs qui ont servi la nation pendant 30 ans se retrouvent avec des pensions de retraite de 15 000 francs CFA. Des personnes qui ont servi la nation pendant 30 ans. Dans quel domaine est-ce que le Togo existe encore? Ce régime nous a conduits plus que dans le gouffre. Nous sommes dans un état de non-existence. C'est-à-dire que quand on parle des nations africaines aujourd'hui, si on ne mentionne pas le Togo, personne ne se souviendra qu'on a oublié le Togo. C'est à ce point-là que c'est grave. C'est-à-dire que notre absence ne dit rien à personne. Parce que nous n'avons plus rien à offrir. C'est les gens qui ont quelque chose à offrir qu'on réclame. Le Togo a quoi offrir aujourd'hui? Absolument rien. Parce que nous avons des forces ténébreuses qui dirigent notre pays. Non, pas qui dirigent notre pays. Qui oppressent notre peuple. Qui dominent, terrorisent notre pays. Nous ne sommes pas des citoyens au Togo. Parce que être citoyen, en fait, c'est un contrat. C'est un contrat, en fait, entre... pour les personnes qui sont en train de demander à rejoindre le live, je suis désolée, je n'accepte pas. Merci. Un citoyen est dans une relation contractuelle avec son gouvernement. Le contrat, c'est que nous allons obéir à certaines règles. Nous allons payer nos dus sous forme d'impôts en travaillant. Et en échange, le gouvernement nous offre les infrastructures, la sécurité, nous permet d'étudier dans de bonnes conditions, de nous soigner dans de bonnes conditions, de vivre dans de bonnes conditions. Ce n'est que quand cela est respecté qu'on peut parler de gouvernement et de citoyens. Dans le cas du Togo, nous ne sommes pas des citoyens. Celui qui nous a dit que nous sommes des citoyens nous a menti. Au Togo, nous sommes des otages. Au Togo, nous sommes des otages. Ce que nous appelons impôts au Togo, ce n'est pas des impôts. C'est des rançons que nous payons. Nous sommes un peuple kidnappé. L'ensemble du peuple togolais est un peuple kidnappé. Et nous payons des rançons pour avoir le droit d'exister. Nous ne sommes pas des citoyens au Togo. Nous n'avons pas de gouvernement au Togo. Parce qu'il n'y a aucun contrat qui nous lie avec ceux qui nous dirigent. Les élections, ils les trafiquent. Quand les citoyens s'expriment, ils les tuent ou les jettent en prison et les torturent. Dans ce contexte, on ne peut pas se permettre de s'appeler citoyen. C'est qu'on est en train de se bluffer. La situation du Togo est arrivée à ce stade-là où je pense sincèrement que nous sommes presque à la fin. C'est vrai que quand on est un militant, on a une certaine dose d'espoir. Certes, il y a des moments où on perd espoir, mais on est poussé par une force invisible qui vous convainc que les choses vont changer. C'est ce qui nous anime en fait en tant qu'activistes, en tant que militants. On est convaincu que les choses vont changer. Mais il y a des moments clés
où on n'est pas que convaincu, on est certain que les choses vont changer. Et je pense que nous sommes arrivés à cette époque de notre histoire où moi j'ai la certitude que les choses vont changer. La résistance togolaise, c'est l'ensemble de tous les Togolais qui sont conscients que les choses ne vont pas dans notre pays, mais qui, au-delà de la prise de la conscience, ont décidé d'être courageux pour dénoncer, pour s'offusquer, pour agir afin que les choses changent. Et vous savez, les forces ténébreuses qui nous dirigent useront de tous les moyens pour nous décourager. Leurs méthodes, on les connaît. Les intimidations par-ci, les arrestations arbitraires, les enlèvements, les manipulations ethno-tribalistes, monter les gens de tel groupe ethnique contre tel groupe, créer des régions imaginaires, les Togolais du Nord comme du Sud, comme si on était la Corée ou le Soudan. Ces clivages, ils vont les utiliser. Et comment est-ce que ce régime fonctionne? Dans chaque communauté togolaise, ils ont un groupe de parasites qu'ils appellent abusivement les cadres. Donc dans des situations comme celle-ci, où les jeunes Togolais s'organisent pour réclamer leurs droits, ils envoient ces parasites-là dans les communautés aller infester les villages. Ils mettent la pression sur les chefs traditionnels, dont la plupart ont même été nommés par eux. Ils créent des milices dans tous les coins et recoins pour essayer de briser la résistance. Ils menacent les jeunes dans les communautés qui font de l'éveil. Et vous allez les voir, les cadres de Loti, les cadres de Mango, les cadres de Bassa, les cadres d'Aneho, les cadres de Palimé. Ils sont cadres en quoi? C'est les parasites qui vivent aux dépens du peuple togolais, qu'on envoie en mission pour semer la zizanie et la confusion. Ils vont déployer encore une fois ces vermines dans les communautés. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons les dénoncer. Nous devons les exposer. Et nous devons nous soutenir dans ces efforts de dénonciation. Il faudrait que chaque Togolais se sente Togolais dans tous les coins du Togo. Que le Togolais de Sokodé se sente Togolais à Palimé, à Atakmame, à Blita, à Agné. Que le Togolais de Noche se sente Togolais à Dapaon, à Mango, à Sotubois, à Kara, etc. Et donc nous allons faire en sorte que ce régime ne puisse exploiter aucun clivage ethnique contre nous. Leur sordidité qui nous sortent, les cadres de telle communauté, les cadres Bassa, les cadres Kabier, les cadres Losso, nous allons leur demander d'aller se faire voir ailleurs. Et nous allons nous mobiliser ensemble contre eux. Par ailleurs, dans cette période, ils vont aussi déployer leurs chiens de garde. Les jeunes militaires affamés qui vivent dans des conditions aussi désastreuses que les populations. Ils vont les déverser dans les rues, dans les quartiers, traquer les populations, abuser des populations, exercer la force sur les populations pour pouvoir les intimider. Leurs méthodes, nous les connaissons.
Parce qu'ils ne sont pas capables d'inventer mieux. Il faut de l'intelligence pour inventer quelque chose. Le régime au pouvoir n'en a aucune. Donc ils utilisent les mêmes méthodes depuis 60 ans. Nous les connaissons très bien. Nous devons nous organiser pour contrer ces méthodes. Au niveau de chaque communauté, de chaque quartier. La jeunesse doit se regrouper pour avoir un plan. Un plan de riposte et un plan de défense. Un plan de protection. Nous ne devons plus nous laisser abuser de façon aussi vide et de façon aussi impunie. Nous devons nous structurer dans chaque communauté. Ensuite, les différentes composantes de la société togolaise doivent pouvoir s'organiser. Nous devons nous organiser sur le plan communautaire, mais nous devons nous organiser aussi sur le plan professionnel. Que ce soit les étudiants, les fonctionnaires, les retraités, les commerçants, les agriculteurs, les artisans, les artistes, les athlètes. Toutes les communautés doivent pouvoir se regrouper. Si vous avez une communauté professionnelle et que chaque 1er mai, vous imprimez des t-shirts pour soi-disant célébrer la fête du travail, c'est qu'au sein de cette communauté, vous devez pouvoir vous organiser pour la résistance. Si vous êtes conducteur, tailleur, coiffeur, vous êtes commerçant, transporteur, vous avez des communautés, vous devez vous organiser au sein de cette communauté parce que la pauvreté du peuple togolais, ça impacte l'ensemble de la société. C'est tout le monde qui paye les frais. Personne n'est épargné. Depuis toujours, pour différentes raisons, à tort ou à raison, on a blâmé l'échec de notre résistance. On a blâmé la classe politique pour l'échec de nos résistances. Et je dis à tort et à raison pour différentes choses. Mais je ne m'attarderai pas sur cela. Ce que je souhaiterais dire, c'est que pendant longtemps, les gens disent toujours la même chose. Au Togo, on n'a pas de leader. Il nous faut un leader. Il n'y a pas de leader. Ces propos, en fait, témoignent que nous n'avons pas une véritable maîtrise des résistances citoyennes. On a toujours l'impression que pour chaque résistance, il faut un leader charismatique qui mène tout le monde vers la fin. Ça ne se passe pas comme ça dans tous les pays. Dans certains cas, le leadership est porté par des individus. Dans d'autres cas, le leadership est porté par des entités, des groupements, des organisations. Quand on regarde la résistance citoyenne des Afro-Américains aux États-Unis, elle n'était pas portée par un individu, par deux individus, mais par différents groupes, On avait le NAACP, on avait le Black Panthers, on avait le Nation of Islam. Il y avait plus d'une centaine de mouvements citoyens afro-américains. En Afrique du Sud, on parlait souvent de l'ANC. Mais au-delà de l'ANC, il y avait d'autres groupements de résistance. Alors, dans le cas du Togo, nous devons nous défaire de l'idée que le leadership se limite à un individu. Un groupe de personnes peuvent constituer le leadership.
Une organisation peut constituer le leadership. Et d'ailleurs, très souvent, quand on analyse les résistances citoyennes, dans la plupart des cas, celles qui ont porté sont les résultats, celles qui ont réussi sont celles qui ont été portées par des entités, des groupes de personnes, au lieu d'un individu. Parce qu'on peut facilement éliminer une personne. On peut corrompre une personne. On peut détruire une personne. Mais c'est difficile de détruire tout un groupe, toute une entité, toute une organisation. Nous devons donc nous organiser. Et c'est le moment pour nous de mettre de côté les petits clivages, les petits problèmes d'ego et des histoires portant sur nos petites personnes. Parce qu'en tant qu'individu, nous ne sommes rien dans l'histoire d'une nation. Le Togo nous dépasse. Et même si nos revendications ou nos frustrations sont légitimes, elles ne valent rien face à l'ampleur du combat que nous avons en face de nous. Ceci étant, nous devons arrêter cette compétition inutile entre les mouvements citoyens, entre les groupements politiques et civiques, et même économiques. Dans notre pays, nous avons des opérateurs économiques, mais nous avons aussi des acteurs politiques. Nous avons des acteurs religieux. Nous avons des acteurs du showbiz. Nous avons des acteurs culturels. Ce n'est plus un combat politique. Libérer le Togo de ces gangsters qui ont kidnappé notre nation, ce n'est plus un combat politique. C'était un combat politique quand nous étions encore dans ces langages de changer la constitution, retour à telle constitution, organiser les élections, améliorer le fichier électoral. Là, c'était un combat politique. Mais les revendications du peuple togolais aujourd'hui ne sont pas que des revendications politiques. Nous avons des revendications à tous les niveaux. Ce sont des revendications économiques. Ce sont des revendications sociales. Ce sont des revendications culturelles. Même des revendications spirituelles et religieuses. Alors ceux qui, par lâcheté ou par paresse simplement, vous diront: moi je ne fais pas la politique, je ne veux pas me mêler de ce qui est politique, nous vous informons que ce n'est pas un combat politique. Parce que le régime au Togo a réussi à infester tous les secteurs de notre pays. Dans ce Togo, des gens qui organisaient leurs propres rites religieux depuis des siècles se sont retrouvés à ramasser des pierres bleues. Nous avons constaté ça avec le Ekpesoso chez le peuple gain. Dans ce pays, des pasteurs, des imams ont été instrumentalisés pour défendre les intérêts de ce régime. Dans ce pays, des musiciens, des artistes, des athlètes se sont mis dans les tricots du parti au pouvoir pour défendre les intérêts de cette minorité. Dans ce pays, des enseignants qui militaient pour des causes scolaires arrêtés, torturés, licenciés,
dans ce pays, des élèves comme Anselme Sinandare, qui sont sortis à l'âge de 10 ans, 11 ans pour dire nous voulons nos cours, ont été assassinés par des militaires. À quel moment est-ce que le fait qu'un enfant demande que les cours reprennent est une revendication politique? Alors le combat du Togo, ce n'est pas un combat politique. Ce discours que l'on nous répète encore et encore, ne faites pas la politique, il est rayé. Il n'y a plus aucun espace au Togo qui n'a pas été infesté par ce régime. Vous allez dans les fêtes traditionnelles, à Izan, à Bobozan, la fête des Ignames, etc. Vous allez voir les barons du régime vêtus de leurs uniformes politiques assis là-bas. Comme si les ressortissants de la communauté qui ne sont pas de leur parti politique, eux n'ont pas le droit de célébrer leurs ancêtres. On organise la tabaski, le ramadan. Vous allez voir le président aller s'asseoir devant les gens dans une mosquée, sur un terrain, pendant que les autres prient, lui assis, les regardent. Comme si les musulmans qui, eux, ne sont pas de leur parti, n'ont pas le droit de prier en tranquillité sans qu'on leur rappelle qu'ils sont opprimés. Ce n'est plus un combat politique, c'est un combat de survie. C'est un combat de survie. Ce n'est pas ceux qui nous disent au Togo qu'ils ne font pas la politique qui sont véritablement en train de vider les histoires. C'est ce régime qui s'est invité dans les maisons des gens, dans les églises des gens, dans les écoles des gens, dans les bureaux des gens. C'est ce régime qui s'est invité, même dans nos célébrations culturelles, même dans nos fêtes traditionnelles, dans nos fêtes religieuses. On ne peut plus exister au Togo sans leur faire le salam alek. Vous voulez même mener une initiative pour aider des jeunes enfants dans les écoles. On vous dit que vous avez besoin de l'autorisation du ministre de l'Intérieur, de l'Éducation, pardon. Nous ne sommes plus au stade d'une résistance politique. Et sur ce, nous devons tous nous sentir concernés. Parce qu'il est question ici de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits-enfants. Il y a certains... En fait, il y a un propos qui me fait rire. C'est... En Mina, les gens qui disent « Je suis un enfant de pauvre, je ne veux pas d'histoire. Alors vos affaires là, je ne veux pas m'en mêler. » C'est une contradiction quand même extrêmement ridicule. Parce que qui souffre plus au Togo que l'enfant du pauvre? Qui d'autre souffre plus au Togo que l'enfant du pauvre? Alors, être enfant de pauvre ne vous dispense pas du combat. Bien au contraire. C'est justement parce que vous êtes enfant de pauvre que vous avez la responsabilité de mener ce combat. C'est parce que vous êtes enfant de pauvre que vous devez lutter pour que vous, vos enfants, vous ne soient plus des enfants de pauvres. Qui souffre plus que le pauvre Togo? Alors dire qu'on ne peut pas lutter parce qu'on est enfant de pauvre, c'est de la bêtise pure et simple.
C'est de la bêtise. C'est se contredire. Parce que l'enfant de pauvre n'a pas les moyens de se soigner dans les hôpitaux privés. L'enfant de pauvre n'a pas les moyens d'étudier dans les universités privées. L'enfant de pauvre n'a aucune garantie qu'il trouvera un travail après ses études. Donc c'est parce que vous êtes enfant de pauvre que vous devez lutter. Changer le Togo, encore une fois je le dis, ce n'est pas un choix. Nous n'avons pas le luxe de choisir si on s'intéresse ou pas. Ceux qui pensent qu'ils ont encore le choix de ne pas s'y intéresser, c'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients de la gravité de notre situation. Et comme je l'expliquais plus tôt, en donnant l'exemple avec le bus où il faut s'arrêter à chaque fois pour chercher des passagers parce que le bus n'est pas rempli, et à quel point ça ralentit le trajet, ça prolonge le trajet. Vous autres qui refusez de vous mêler à ce combat aujourd'hui, c'est vous, ces passagers éparpillés là, qu'on doit attendre avant de démarrer. Mais nous allons démarrer sans vous. D'ailleurs, nous avons démarré sans vous. Mais nous sommes conscients que nous arriverons plus tôt si vous décidez de nous rejoindre plus tôt. Parce que si on pouvait libérer ce pays sans la participation de plus de 99% des Togolais, ça aurait déjà été fait. Mais comme on le dit en Mina, Americamo on a doublé d'or. Nous n'avons pas choisi en tant qu'individus d'être des compatriotes. Je ne pense même pas que si le choix nous avait été donné avant que nous ne naissions de choisir notre nationalité, la plupart d'entre nous aurions choisi de naître sous Gnassingbé Eyadema et sous Faure Gnassingbé. Je ne pense pas. Nous n'avions pas eu le choix de naître togolais. Nous n'avions pas eu le choix de vivre sous Faure Gnassingbé et son papa. Mais nous avons le choix de rester sous leur domination ou pas. Et c'est un choix que chaque citoyen a le devoir de faire. Sur ce, je pense avoir atteint 1 heure. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'envoie tous mes encouragements à tous les citoyens togolais qui sont dans cette résistance. Et j'en appelle à la conscience de ceux qui n'ont pas encore pris le train en marche. Le Togo va se libérer un jour. Mais au soir de votre vie, ne soyez pas de ceux qui auront regretté de n'avoir rien fait quand votre pays vous a appelé. Parce que la nation togolaise nous appelle. Je vous remercie.